en Ukraine maintenant, car pendant que Donald Trump agite les places boursières et bouscule la planète entière avec ses droits de douane, la guerre se poursuit sur le front, ainsi que les attaques russes. Exemple à Kryvyi, avec cette attaque meurtrière hier, une frappe sur cette ville natale du président Zelensky qui a fait 18 morts, dont 9 enfants. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers de ces dernières semaines, qui a visé donc un quartier d'habitation. On va retrouver Thomas Misraki sur place avec Vincent Wartner. L'attaque a été d'une extrême violence. Le missile a frappé ici même un Iskander-M à fragmentation, ce qui explique les éclats sur le bâtiment. L'attaque, elle a eu lieu hier en fin d'après-midi. Il faisait beau et doux à Kryvyi et de nombreux habitants du quartier étaient dehors. Résultat, un bilan extrêmement lourd. Au moins 19 morts, dont 9 enfants. Près de 70 blessés. Le plus jeune a 3 mois. 17 le sont très grièvement. Les dégâts, vous le voyez, ils sont extrêmement importants. 34 immeubles au total ont été endommagés, des centaines d'appartements, des commerces, des voitures ont été brûlées. Une partie du quartier est toujours sans gaz et sans électricité. Kryvyi a frappé une deuxième fois dans la soirée, cette fois par des drones. Une femme a été tuée dans son appartement. 5 autres personnes ont été blessées. Les Russes assurent avoir visé une cible militaire, mais rien qui ne ressemble à cela ici. Et évidemment, les autorités locales démentent. Depuis le début de l'année, la ville d'origine du président Zelensky est devenue une cible permanente des Russes. 23 morts juste sur la semaine écoulée. Des Russes qui frappent beaucoup ces dernières semaines sur tout le pays. Le nombre d'attaques aériennes a augmenté de 50% depuis le début des négociations de paix. Voilà, avec cette réaction du président Zelensky, réaction à la non-réaction américaine. Regardez, il a, voilà ce qu'il dit malheureusement, la réaction de l'ambassade américaine est désagréablement étonnante. Un pays, un peuple si fort, une réaction si faible, ils ont même peur de prononcer le mot russe en parlant d'un missile qui a tué les enfants. En réaction côté Russie maintenant, qui parle d'une frappe de précision avec un missile hautement explosif sur un restaurant de la ville où se réunissaient des commandants de formation et des instructeurs occidentaux. Ça, c'est pour la réaction russe. Une question qui se pose aujourd'hui, les yeux sont détournés de l'Ukraine. Est-ce que Vladimir Poutine en profite ? On peut le penser, dans la mesure où, théoriquement, avec M. Trump, il y a maintenant une négociation pour un accord de cessez-le-feu. L'Ukraine a donné son accord aux Américains pour un cessez-le-feu complet, air, mer et terre. Du côté russe, on aurait soi-disant accepté un cessez-le-feu uniquement sur les infrastructures énergétiques et puis également sur la mer Noire. Et ce n'est manifestement pas respecté. Et le temps presse. Le président Trump a dit très souvent, y compris à M. Zelensky, qu'il fallait que cessent les morts. On voit là qu'il y a 19 morts et beaucoup d'enfants. Manifestement, ça aurait dû provoquer un choc aux États-Unis, puisqu'on veut, on essaie d'obtenir la fin de cette guerre, la paix pour sauver des vies humaines. Et le temps passe. Alors on apprend qu'un émissaire russe maintenant arrive à Washington. Le temps passe et on n'a toujours pas de paix. Donc c'est aussi préoccupant, me semble-t-il, pour l'administration Trump, qui devrait mettre, je dirais, les bouchées doubles pour effectivement obtenir un cessez-le-feu, sachant que du côté russe, on a mis tellement de conditions pour un tel cessez-le-feu, notamment la fin du régime de M. Zelensky, surtout pas de soldats européens, comme ça a été proposé par les Français et les Britanniques, pour réassurer la paix. Alors, dans ces conditions, c'est difficile d'être optimiste pour la fin de ce conflit dans les semaines qui viennent, comme le souhaite M. Trump. Bélian Nabi. Oui, cet événement relève de ce qu'on appelle un crime de guerre, dans la mesure où le bombardement russe a visé manifestement un espace et un bâtiment civil et a tué des civils, dont 9 enfants. Et en même temps, malheureusement, il illustre parfaitement cette séquence historique marquée par la marginalisation du droit comme règle du jeu international en général, y compris pendant un conflit armé. Je veux dire, pendant une guerre, il y a des règles, il y a un droit international de la guerre, droit international humanitaire, qui est complètement neutralisé, notamment à cause du fait que non seulement les Russes l'ignorent, mais les États-Unis, puissance démocratique officiellement, également tendent à marginaliser le droit international comme règle du jeu
international comme règle de comportement en temps de guerre. Et c'est là où le président Zelensky est tout à fait légitime et a raison de souligner le caractère plus que troublant du silence américain eu égard finalement à cet événement, à ce crime de guerre. Mais malheureusement, plus largement, et si on fait une analogie entre ce qui se passe en Ukraine et finalement les crimes de guerre quotidiens pour le coup à Gaza, on se rend compte que cette marginalisation du droit international, y compris du point de vue des démocraties occidentales, y compris du point de vue européen, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Et c'est en cela que la période historique qu'on vit est dramatique. Le droit international qu'on a construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est complètement neutralisé, il est marginalisé. Et encore une fois, les images qu'on vient de voir relèvent de ce qu'on appelle un crime de guerre. Et ce type de crime de guerre, c'est-à-dire le fait de cibler des civils, c'est un fait marquant de la guerre en Ukraine. Ça reste exceptionnel, tant mieux. C'est le quotidien des Palestiniens de Gaza dans un silence diplomatique et médiatique extraordinaire. Et, excusez-moi de le dire, ça restera. Avec l'accord des Américains d'ailleurs pour... Et des Européens de fait. Je tiens quand même à dire quelque chose. Premièrement, il faut voir qu'à Gaza, les Palestiniens, le Hamas se cachent exprès dans les écoles et dans les endroits exprès pour qu'on les cible. Ça, c'est l'argument de la propagande de l'armée israélienne et du point de vue du droit international, oui. Il n'est pas audible. J'ai fait des études justement de ça, du droit de la guerre, et je suis d'accord avec vous, j'ai même écrit une thèse là-dessus, donc je suis d'accord avec vous. À l'époque, au XVIIIe siècle, les armées se battaient entre elles, et les civils, on les laissait tranquilles. Mais malheureusement, même en Syrie, j'ai vu des choses épouvantables se faire en 2011, etc. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais en tout cas, pour revenir à notre histoire de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, Trump, en fait, est en mauvaise posture, parce qu'il a promis qu'il allait faire la paix. Les Russes ont dit qu'ils ne voulaient pas la faire. Oui. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais... Poutine n'a aucun intérêt à faire la paix, parce qu'en fait, finalement, c'est une paix qui ne lui convient pas du tout. Il a grignoté quelques parties, mais il n'est pas du tout gagnant dans cette guerre. Donc, si on gèle le conflit à ce niveau-là, ce sera plutôt désastreux pour les Russes aussi. Et Poutine joue sa survie politique. Alors effectivement, aucun progrès notable sur le front des discussions de paix. On a entendu d'ailleurs Donald Trump monter des signes d'agacement ces derniers jours face à Vladimir Poutine qui semble prendre son temps. Des responsables américains parlent même d'ailleurs d'un accord qui prendrait finalement plusieurs mois après plusieurs délais qui ont été annoncés. On se souvient des 24 heures, on se souvient des 6 mois, on se souvient des 100 jours. Et sur ce cessez-le-feu à venir, sur les intentions de la Russie, on va écouter Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État américain. Nous saurons bientôt, en quelques semaines, pas des mois, si la Russie est sérieuse à propos de la paix ou non. J'espère qu'ils le sont. Ce serait bon pour le monde si cette guerre prenait fin. Mais évidemment, nous devons tester cette proposition. Alors nous travaillons à travers ce processus. Nous avons eu un visiteur, M. Kirill. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui. Il a rencontré d'autres personnes. Il rapportera des messages. Et le message est que les États-Unis doivent savoir si vous êtes sérieux ou non à propos de la paix. En fin de compte, Poutine devra prendre cette décision. Comment on peut analyser ce discours de Marco Rubio? Est-ce que là c'est un message clair envoyé à la Russie? Bon là, s'il n'y a rien qui se passe dans les prochaines semaines, on va vraiment passer à la vitesse supérieure. Comment il faut l'analyser Alors je crois que quelques jours auparavant, il y avait un message du président Trump disant aussi qu'on pourrait même envisager des sanctions, des droits de douane. Je crois qu'il a même parlé de droits de douane, puisque c'est un sujet à la mode. Mais bon, comme le commerce entre les États-Unis et la Russie est nul, et que de toute façon jamais les États-Unis vont importer du pétrole, puisqu'ils en ont d'ailleurs la Russie est absente de ces surtaxes douanières. Donc ça paraît un peu bizarre. Mais le terme de sanctions et de droits de douane avait été évoqué. Oui. Puisque jusqu'à présent, c'était surtout des sanctions contre l'Ukraine, puisqu'on avait suspendu les livraisons d'armes, on avait suspendu le renseignement, et d'ailleurs, de ce fait-là, les Ukrainiens ont dû abandonner du territoire dans la région, dans l'oblast de Koursk. Bon, les livraisons ont, semble-t-il, repris sur la base de ce qui avait été décidé sous l'administration Biden. Maintenant, on s'agace un peu, et on peut comprendre cette réaction d'agacement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que M. Poutine a fait sa shopping list. Il y avait une longue liste pour envisager un cessez-le-feu. Évidemment, garder tous les territoires ukrainiens actuellement occupés, en prendre un peu plus, Zaporijjia, Kherson, etc., qu'on reconnaisse pour toujours que la Crimée est russe, et surtout
neutralisation, démilitarisation et neutralisation de l'Ukraine. Et donc, ce qui veut dire que le reste de l'Ukraine, peut-être qu'un jour, la Russie pourrait s'en emparer. Il n'y aurait plus de protection occidentale, ni de livraison d'armes. Il était aussi demandé que les Européens, qui ne sont pas à la table de négociation, s'engagent à ne plus livrer d'armes à l'Ukraine. Et pas question que les Européens, comme je disais tout à l'heure, envisagent une présence sur le terrain pour quelques pays européens pour réassurer l'Ukraine. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Le président Poutine a même évoqué un rôle qu'on pourrait donner à l'ONU pour administrer provisoirement l'Ukraine. Et cela aussi, c'est un peu alors même que c'est un régime démocratique, qu'il y a des élections, etc., un état de droit, comme c'est. Enfin bon, on peut critiquer l'état de droit en Ukraine, mais l'état de droit est mieux respecté en Ukraine, notamment les droits aux élections pluralistes, que ce n'est le cas de la Russie, évidemment. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions, et donc on peut penser qu'au bout du compte, du côté du président Trump qui veut que les choses aillent vite, ils finissent par s'agacer. Mais bon, pour l'instant, on continue à se parler. Oui, effectivement, avec un négociateur russe qui s'est rendu sur place à Washington, c'est Kirill Dmitriev. Il était aussi d'ailleurs en Arabie Saoudite pour négocier, et c'est la première fois qu'un négociateur russe sera à Washington depuis le début de la guerre. Ça aurait été inconcevable sous Joe Biden, ça ? Je pense, oui, des deux côtés, tant du point de vue américain que du point de vue russe, en vérité. Et en même temps, c'est un signal très négatif pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction officielle du président Zelensky qui a manifesté plus que son trouble, encore une fois, par rapport à une telle visite. Si elle a eu lieu, c'est qu'elle manifeste, encore une fois, une ouverture d'esprit de l'administration Trump vis-à-vis des intérêts et de la vision stratégique russe. Et tout cela, finalement, traduit une inversion des valeurs qui se traduit par la remise en cause de la stratégie américaine qui avait été suivie au début de la guerre sous l'administration Biden. Et tout cela est chamboulé en quelques semaines, en quelques mois, à cause, encore une fois, d'une inversion de la perception du réel aussi. Et puisque, regardez, si on suit le discours de Donald Trump, il y a un doute sur le vrai responsable de cette guerre. On a l'impression que c'est les Ukrainiens, d'une certaine manière. Alors, non seulement, effectivement, cette visite, elle a bien eu lieu, mais aussi ce négociateur s'est exprimé dans les médias. On va justement entendre ce qu'il a dit. Donc, cet émissaire russe, c'est Kirill Dmitriev, qui a fait toutes ses études aux États-Unis, notamment à Harvard. On l'écoute. Je pense que l'administration du président Trump a fait d'énormes progrès. Il n'y a eu aucun dialogue avec la Russie sous l'administration Biden au cours des 3 dernières années. On n'a pas cherché à comprendre la position russe. Il n'y avait pas de véritable solution qui aurait pu être efficace. Et l'équipe du président Trump a compris quelles étaient les solutions possibles. Et elle a réussi. Nous avons donc de bonnes discussions. Nos diplomates discutent également des issues possibles. Mais il ne fait aucun doute que l'équipe du président Trump a non seulement empêché la Troisième Guerre mondiale, mais a également déjà réalisé des progrès considérables dans la résolution du conflit ukrainien. Voilà, on ne les voit pas tellement, ces progrès, mais Brigitte Hadès, vous la flatterie, c'est la chose la plus fabuleuse pour Trump. Plus on le flatte, plus on va obtenir des choses. Et il fait pareil avec ses opposants aussi. Oui, donc voilà, il le flagorne, c'est vraiment ça, il le trouve extraordinaire, il lui dit exactement ce qu'il veut entendre, et c'est pour gagner du temps. De toute façon, les Russes n'ont pas la main du tout sur l'Ukraine, ils n'ont pas du tout le contrôle de l'aviation, du ciel, ils n'ont le contrôle de rien du tout, et ils grignotent des petits kilomètres par petits kilomètres, ils sont vraiment pas mal en point. Donc ils gagnent du temps, et c'est tout ce qu'ils font. En fait, et ils ne vont pas faire la paix, parce que finalement, Poutine, autrement, est fragilisé, parce que finalement, que je pense sincèrement, entre les babouchkas qui ne veulent pas qu'on fasse de conscription pour que leur petit-fils ne soit pas envoyé, et il en a quand même commandé 160 000 il y a une semaine. Et puis, à droite, finalement, les gens qui trouvent qu'il a finalement raté complètement, s'il a vraiment raté son invasion de l'Ukraine, ils veulent en faire un protectorat. On ne va pas les laisser faire un protectorat de l'Ukraine.